Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Voici les titres de ce jeudi 9 février. Jean Dujardin et Jean-Albert Lièvre nous ont reçus au Yacht Club de Monaco pour aborder la sortie du film Les Gardiennes de la Planète. C'est la voix de Jean Dujardin qui raconte l'histoire des baleines à travers les siècles. Un documentaire saisissant de beauté et de réalisme, vous verrez. Du sport ensuite, puisque demain la Roca Team va recevoir à Gaston Médecin à Lasvel. C'est la 4e fois cette saison que les deux équipes vont s'affronter. Résumé des forces en présence avant ce choc dans quelques instants. Et puis un autre choc attend les Monégasques en football cette fois-ci. L'AS Monaco FC va en effet se mesurer ce samedi au numéro 1 du classement, le Paris Saint-Germain. Les conférences de presse avant ce match de Ligue 1 à découvrir dans ce journal. On continuera ensuite à vous parler de sport avec David Massé, le directeur du Rolex Monte Carlo Masters. Il sera notre invité pour nous parler du programme de l'édition 2023. Et pour finir en douceur cette édition, on vous dévoilera le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à destination du jeune public. Une façon de donner l'amour de la musique dès le plus jeune âge. Le mercredi 22 février prochain sortira donc le film de Jean-Albert Lièvre, Les Gardiennes de la Planète. Ce documentaire raconte l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Des images à couper le souffle et une prise de conscience immédiate grâce notamment à la voix de Jean Dujardin qui nous plonge dans la tête des cétacés. Nous sommes justement allés au Yacht Club de Monaco pour rencontrer le réalisateur de ce documentaire, Jean-Albert Lièvre et Jean Dujardin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir sur Monaco Info. Je vais un petit peu alterner les questions parce que vous êtes évidemment deux personnages essentiels de ce film. Je vais commencer avec vous, Jean-Albert Lièvre. C'est vrai que vous avez réalisé de nombreux documentaires animaliers, mais Les Gardiennes de la Planète, finalement, c'est peut-être, vous allez me le dire, mais le plus grand défi de votre carrière. Oui, ça a été un grand défi, d'abord à l'écriture pour le monter, parce que c'était pas facile de vendre un film de cinéma sur les baleines. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui n'était pas facile à vendre à des distributeurs et des producteurs. Et ça a été un défi parce que c'est un film qui est essentiellement tourné sur l'eau, sur et sous l'eau. Et sur et sous l'eau, c'est toujours très compliqué techniquement. Donc ça a été un défi, plus le Covid. De votre côté, Jean, pourquoi avoir accepté d'être le narrateur de ce documentaire ? J'ai été évidemment touché par la cause, évidemment, un peu comme tous les humains, enfin du moins qui regardent un petit peu autour d'eux. Et puis j'ai trouvé le documentaire très, très intéressant, très bien documenté, apaisant, militant, et puis surtout je l'ai trouvé très joli. J'ai trouvé ce film très beau et j'ai l'impression que si on veut être un peu concerné par le sujet, la beauté est un bon axe. C'est un exercice que j'avais rarement pratiqué. J'avais dû le faire pour un documentaire pour Jean-Paul Belmondo. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mon premier rôle de baleine. J'aurais au moins un rôle intelligent dans ma vie. Il apporte beaucoup au film. Parce que oui, Jean, quand vous racontez l'histoire, vous vous placez du point de vue de la baleine. Oui, vous êtes dans la peau d'une baleine, en quelque sorte. Oui, en tout cas, c'était la demande, effectivement. C'était le postulat de départ. Moi, j'ai simplement écouté ce que me disait Jean-Albert, c'est-à-dire arriver à gérer le temps, essayer d'accompagner l'image sans prendre trop de place, pouvoir poser aussi des temps, pouvoir ne pas non plus culpabiliser les gens, parce qu'on sait très bien que c'est très facile de culpabiliser les gens là-dessus. Donc je me suis un peu laissé faire et j'ai trouvé du plaisir, ouais. Vous parliez il y a quelques instants de la beauté de ce documentaire. C'est vrai que visuellement, vous proposez finalement une expérience sensorielle un petit peu inédite. On a à la fois l'impression d'être dans l'eau et dans la peau de cette baleine. En termes de technique, comment vous avez réussi à nous immerger de la sorte dans la peau d'une baleine, là aussi encore une fois ? Ouais. Comme disait Jean, moi je pense que le meilleur vecteur pour créer de l'émotion, c'est la beauté et la poésie. Donc j'ai cherché à retrouver cette poésie sous l'eau, et quand vous nagez avec une baleine, de toute façon c'est assez immédiat, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire. Ouais.
Jean, de votre côté, vous le disiez, vous n'êtes pas forcément un grand habitué de l'exercice, vous l'aviez fait une fois. Je ne suis pas un habitué des baleines non plus. Je ne suis pas totalement bilingue en baleine. Mais ça a bien marché pour vous quand même, justement. Quel travail vous avez dû effectuer vraiment en amont pour devenir le narrateur de cette histoire? C'est pas un énorme travail, on se laisse faire, on essaie d'être le plus disponible possible, d'écouter la personne, évidemment c'est la moindre des choses, la personne qui a travaillé sur le film. C'est vrai que finalement, quel était votre but en faisant ce documentaire? On parle de prise de conscience un petit peu depuis tout à l'heure, sans devenir moralisateur, mais est-ce que c'était ça finalement vraiment la visée de ce documentaire? Moi, je voulais que les gens ressortent de la salle, du film, avec la certitude qu'il existe d'autres sociétés intelligentes sur Terre que la société humaine, qu'on partage cette Terre avec d'autres êtres vivants, mais qui sont aussi en société et qui sont aussi intelligents que nous, mais qui utilisent leur intelligence différemment. Jean, c'est vrai que le film commence avec une image marquante, une baleine à bosse qui est échouée sur une plage, qu'un groupe d'individus essaie tant bien que mal de sauver. Est-ce que finalement, vous avez vécu ça, vous les êtes dit, comme on a pu se le dire, que ça veut dire que tout n'est pas perdu? Oui, qu'il y a encore un peu d'humanité, effectivement, mais comme disait Jean Albert, c'est qu'on puisse encore s'inscrire dans le reste du vivant, qu'on ne se sente pas ni à côté ni au-dessus, qu'on ne se prenne pas pour du surdoué. C'est un petit rappel, mais c'est toujours bon de le faire. Et effectivement, c'était un des bons moyens de commencer comme ça. En tout cas, c'est toujours un très bon rappel de faire ce genre de film, de toute façon. Ça rend toujours très humble de se dire qu'on n'est pas totalement seul là-dessus, que vu de l'espace, effectivement, cette Terre est bleue, qu'on pourrait l'appeler la planète mère, après tout, et qu'on est tous sur des îlots, finalement, et que le reste, c'est 70%. Moi, j'ai découvert des choses, je pense que tous les enfants vont adorer ça aussi, de savoir que finalement, vous avez l'équivalent, voire 2 fois plus d'Everest dans la mer, des Grands Canyons, et que tout ça est totalement inexploré. Même les grands spécialistes s'accordent à dire qu'ils ne connaissent finalement pas totalement tout sur les baleines. Donc, j'ai eu moi la chance de nager avec des cachalots. Je peux vous dire que c'est une énorme émotion. Et ça vous rend, ça vous replace. Ça vous replace. On n'est pas grand-chose. Oui, on est. Enfin, pour elle, je ne devais pas être grand-chose, ça c'est sûr. Mais c'est assez sain, en fait, de se dire, voilà, je fais partie du vivant et je fais partie de ce monde-là, et qu'effectivement, quand je vois un sac plastique, quand je vois un truc, tout ça doit devenir une anomalie pour nous. Ça en fait partie, tout ça est un ensemble. Dernière question, c'est vrai que la principauté et plus généralement la famille souveraine sont très attachés à l'écologie, au milieu des océans en général. Est-ce que c'était pas un symbole de Jean d'être aussi là aujourd'hui pour la présentation de ce film? Je vous dis, c'est toujours bien d'avoir ce genre de film, effectivement, et quand on peut avoir en plus la lumière de la principauté, c'est une chance. Un film, on le rappelle, tout public, à aller voir en famille de 7 à 77 ans? Oui, je pense, j'espère. De 6 à 6. De 6, même avant. Pareil, il paraît que c'est 6, là, le bon âge. Ah bon, très bien. Ouais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et ce vendredi, la Roca Team reçoit Lyon-Villeurbanne pour la 24e journée d'Euroleague. C'est déjà le 4e duel cette saison pour Monaco face, on peut le dire, à son meilleur ennemi. Monaco qui est pour le moment invaincu face aux Villeurbanais. Présentation de la rencontre par Yannick Debever et Olivier Bonello. Marquer le territoire français, c'est sans doute un des objectifs de la saison de la Roca Team. Que ce soit en championnat de France ou en Euroleague, l'Asvel, meilleur concurrent de Monaco depuis quelques années, n'y arrive pas face aux Monégasques. 3 matchs, 3 victoires pour des Roca Boys dominants. We see those guys a lot, so we're just trying to, let them know, every game against us is going to be tough, and we're going to come, we're going to play, and we want to win. Je dirais que pour les deux, ça devient un peu un classique du basket français. Sur ces dernières années, c'est un peu la confrontation, donc oui, c'est sûr que c'est des matchs spéciaux pour les deux équipes. Après la défaite la semaine passée face à Madrid, Monaco pointe à la 5e position de l'Euroleague. Ce nouveau match à domicile est l'occasion de tout de suite repartir de l'avant pour un effectif monégasque au complet et en grande forme, avec une moyenne de 93 points marqués sur les 5 dernières rencontres. I think we've been making some shots. And everyone's been moving the ball and finding an open guy, and people have been making shots. So hopefully we continue that. That's the goal. Même s'ils ont déjà perdu 3 fois, ils vont tout faire pour pas que ça arrive une 4e fois. Et comme je dis depuis le début, à chaque fois, je sais qu'il y a un moment dans la saison où ils cliquent et ils arrivent à mieux jouer ensemble. Donc il faut faire en sorte que ça se passe pas contre nous. Ce Monaco-Villeurbanne sera marqué par le retour à Gaston Médecin de l'ancien capitaine rouge et blanc Dibost.
Si son retour devrait être chaudement salué, il représente tout de même aujourd'hui une des principales menaces pour la défense monégasque. Il peut apporter du soutien à Nando dans l'organisation du jeu. C'est quelqu'un qui est capable de mettre des tirs compliqués aussi. Donc il peut apporter une dynamique au groupe. Donc va falloir faire attention à ça va falloir qu'on arrive à le stopper pour pas qu'il influe sur l'équipe d'en face. Cette 23e journée d'Euroleague sera impactée par le terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie en début de semaine. Les matchs d'Eurocup et Euroleague prévus en Turquie sont reportés. 1 minute de silence devrait se tenir avant le coup d'envoi de la rencontre qui sera donné à 19h. Et cette rencontre sera évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. Coup d'envoi ce vendredi 10 février à 19h. Alors que le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir au Stade Vélodrome 2-1 lors des 8e de finale de la Coupe de France, les Parisiens vont venir affronter l'AS Monaco FC ce samedi 11 février à 17h au Stade Louis II. Cet après-midi à La Turbie se sont tenues les traditionnelles conférences de presse avant ce choc de Ligue 1 très attendu en principauté résumée. Des grandes équipes qui ont perdu des matchs, il y a toujours une réaction. À cause de ça, ça peut être moins bien pour nous, mais je ne suis pas concentré sur ça. C'est à nous de faire notre match. Nous avons des joueurs qui sont des vrais gagnants, qui jouent toujours pour gagner les matchs, pas seulement pour freiner l'adversaire. Je veux des joueurs qui ont beaucoup de croyance à eux et aux coéquipiers qui font tout pour gagner des matchs. Aussi, quand c'est match nul, nous essayons toujours de gagner les matchs. Le Rolex Monte Carlo Masters arrive à grands pas et se tiendra du 8 au 16 avril prochain en Principauté. David Massé, son directeur, nous dit tout sur la nouvelle édition de cet événement prestigieux qui va accueillir encore une fois les meilleurs joueurs du monde. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, merci pour votre temps. La conférence de presse de présentation de l'édition 2023 a eu lieu ce matin. Alors quel va être le programme ? Le programme pour nous, pour le tournoi, on joue toujours comme d'habitude le samedi 8 avril jusqu'à le dimanche 16 avril, sur 9 jours. On attend tous les meilleurs joueurs au monde. Et là, je peux dire que la vente de billets, on a lancé la billetterie en octobre. On est ravis avec le niveau de vente. On est autour de 80% de capacité pour l'instant, pour la semaine entière. Donc le message à tous nos résidents monégasques, c'est de profiter, de visiter notre site web pour acheter leur place. Vous avez parlé des meilleurs joueurs mondiaux qui vont être présents. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de ces top joueurs présents ? Oui, pour l'instant, c'est un peu tôt parce que la liste, en fait, il est confirmé le 13 mars. On va annoncer la liste le 14 mars à Paris. Mais je peux dire que pour l'instant, on voit déjà Djokovic inscrit, Nadal et beaucoup plus. C'est un tournoi qui commence la saison ici en Europe. C'est le premier tournoi Masters 1000 en terre battue. Et vraiment, on a beaucoup de monégasques, résidents monégasques en fait, parmi nos joueurs, de plus en plus. Donc, ils vont tous être présents. Ce tournoi est un tournoi centenaire qui n'a cessé de se développer au fil des années. Justement, est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette édition 2023 où on reste vraiment sur les habitudes ? 2023, on a voulu vraiment étudier chaque secteur et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, on va appliquer un nombre de changes. On va juste commencer avec le cours central. On a installé les panneaux LED sur le fond de cours. C'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a aussi un village VIP et c'est complètement nouveau. Il y a une double structure, tout le monde face à la mer. L'ensemble des structures, en fait, ils vont être modernisés. Alors l'année dernière, c'est le Greg Tsitsipas qui avait remporté le tournoi pour la 2e année consécutive face à Alejandro Davidos Fokina. Évidemment, il risque de remettre son titre une nouvelle fois en jeu cette année, mais c'est vrai qu'il avait affronté à l'époque un 46e au classement ATP, une finale surprise, des rebondissements. C'est ça aussi le Rolex Monte Carlo Masters.
tous les joueurs qui jouent le Rolex Monte Carlo Masters sont capables de gagner le tournoi, c'est sûr. Bien sûr, à la fin aussi, on attend que les joueurs les mieux classés arrivent dans les derniers jours du tournoi, mais on peut attendre que tous les joueurs gagnent le tournoi. Le Rolex Monte Carlo Masters se tiendra donc dans moins de 2 mois. Quelles conditions idéales vous espérez pour ce tournoi ? Pour nous, je pense que c'est très positif. On a vraiment, je pense qu'on ne peut pas contrôler le météo. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on ne sait jamais en avril, ici sur la Côte d'Azur. Mais je pense qu'avec un peu de chance, comme en 2022, avec le soleil, avec le résultat des joueurs, on peut attendre un tournoi magnifique. Merci beaucoup à vous, David Massé. Bonne continuation dans la préparation de ce bel événement qui se tiendra donc du 8 au 16 avril prochain. Merci beaucoup, à bientôt. La direction des services numériques vient de donner une conférence à laquelle les parents d'élèves étaient conviés pour parler des métiers d'avenir qu'offre le numérique. Une voie qui propose, c'est vrai, de nombreux débouchés pour les futures générations. Écoutez à ce propos Georges Gambarini, le chargé de mission à la direction des services numériques, et il est au micro de Christinda Thomel. Cette conférence, elle a pour objectif d'expliquer et de revenir sur l'impact que peut avoir le numérique dans l'éducation. L'objectif, c'est pas du tout de faire quelque chose à la gloire uniquement du numérique, c'est vraiment d'expliquer là où le numérique peut être utile et là où il l'est un peu moins, naturellement, et surtout d'expliquer comment est-ce que les professeurs, au travers d'exemples très concrets, arrivent à utiliser le numérique comme un support pour soutenir leur liberté pédagogique. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 50% des métiers de dans 20 ans qui n'existent pas encore. C'est l'un des enjeux aussi dans la maîtrise du numérique, dans la maîtrise des outils numériques et dans tout ce qu'on essaye de faire dans l'accompagnement des élèves en principauté sur le sujet. Il y a forcément des métiers qui vont évoluer, la quasi-totalité des métiers vont évoluer. On peut déjà regarder, ne serait-ce que nous, notre métier de fonctionnaire, dans la manière dont on l'exerce aujourd'hui, il a énormément évolué, effectivement, parce que le numérique, les outils numériques, les outils de bureautique sont au quotidien aujourd'hui dans nos métiers. Je pense que la clé aujourd'hui d'une orientation, déjà, c'est de savoir que les générations aujourd'hui qui font leur choix, elles vont exercer plusieurs métiers dans leur carrière. Donc il faut qu'elles restent curieuses, il faut qu'elles acquièrent un socle de compétences, notamment numérique. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 40% des élèves qui rentrent sur le marché du travail qui disent qu'ils ont été insuffisamment formés au numérique pour être efficaces dans leur travail quotidien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les élèves qui vont finir leur cursus notamment et rentrer dans des études supérieures. Après le violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, des étudiants du campus Sciences Po à Menton ont décidé de se joindre à l'élan de solidarité internationale. Ils organisent en effet une collecte de denrées et de fonds ouverte à tous de 8h à 20h grâce à un stand à l'entrée de leur campus. Tout type de dons et de matériel sont les bienvenus, mais les étudiants précisent avoir besoin en priorité des produits d'hygiène, de soins, des denrées alimentaires non périssables, des vêtements chauds ou encore du matériel d'hébergement. Pour participer et apporter vos dons, rendez-vous à Sciences Po sur la place Saint-Julien de Menton. Et suite également à ce violent séisme, le consul de Turquie à Monaco a mandaté le Rotary Club de Monaco pour lever des fonds auprès des bienfaiteurs monégasques. Ces fonds seront versés en totalité au gouverneur du district 24-20 du Rotary International et Istanbul. Du matériel de première nécessité a d'ores et déjà été envoyé sur place pour venir en aide à la population. Si vous voulez vous aussi participer à cet élan de solidarité, rendez-vous sur le site internet du Rotary Club, rotary.mc. Vous y trouverez notamment le RIB du compte spécialement ouvert pour récolter les dons. Le mercredi 25 janvier dernier, le tribunal du travail a tenu son assemblée générale annuelle qui réunit paritairement les collèges des employeurs et des salariés. Cette institution, âgée maintenant de 77 ans, contribue à la résolution de conflits entre employeurs et salariés du secteur privé ou des conflits collectifs du travail. Au cours de l'année judiciaire écoulée, l'activité a laissé apparaître une baisse des requêtes déposées au greffe et des affaires en instance. Une hausse par contre des jugements rendus à elle était constatée. À présent, on vous emmène découvrir un concert unique destiné aux jeunes enfants à partir d'une histoire racontée dans un livre imagé qui a eu, c'est vrai, un succès dans le monde entier. Un spectacle musical a été imaginé et proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré et Olivier Bonello vous plongent en immersion dans son concert qui a eu lieu ce mercredi 8 février.
Un solo de tuba, c'est rare au concert. Florian Wilgozik joue un extrait d'un concerto de Vaughan Williams. C'était mercredi 8 février, lors du concert jeune public donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Titre de ce concert, l'orchestre cherche et trouve autour du monde. C'est l'histoire d'un concert qui doit avoir lieu dans une semaine, mais les musiciens sont partis en vacances à Porto, Rio, Venise et ailleurs. La chef d'orchestre part à leur recherche avec pour indice les cartes postales qui lui ont été envoyées. Point de départ de ce concert-spectacle, un livre de l'illustratrice Chloé Perarno, un cache-cache illustré pour enfants, 32 pages de superbes illustrations couleurs. Un livre qui, traduit en 15 langues, a fait le tour du monde. Au fil des rencontres avec Rachel Leach et le London Philharmonia Orchestra pour le choix des musiques, Bizet, Mendelssohn, Grieg, Poulenc, avec l'Orchestre National de Montpellier et l'Opéra de Lorraine, du livre est né un concert-spectacle très réussi avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Fiona Mombe, avec la comédienne Margot Alexandre et bien sûr l'illustratrice, auteure de l'ouvrage initial, Chloé Préarnaud. On a veillé en tout cas à ce qu'il y ait une place à la fois pour la musique, pour le jeu de la comédienne et pour mes illustrations. Et voilà, je pense qu'il y a un côté pédagogique sans vouloir trop appuyer parce qu'effectivement, il y a à la fois, on entend des morceaux qui vont mettre en valeur plus ou moins certains instruments ou certains groupes d'instruments. Donc ça permet aux enfants d'avoir des repères sans être trop didactique et d'avoir des moments aussi de rêverie grâce au dessin ou des moments où ils vont être plus attentifs à la musique. Donc voilà, on a essayé de veiller à cet équilibre entre les trois. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour un point complet sur vos prévisions météo avec un ciel toujours aussi bleu pour demain. Bonsoir à vous Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil restera bien présent sur le territoire durant toute la journée, mais les températures seront encore très fraîches. Elles iront de 1 degré le matin à 10 dans l'après-midi. Quelques rafales pourraient atteindre 23 km/h. Le soleil se lèvera à 7h35 et se couchera à 17h54. Et nous fêterons les Arnaud. On vous en parlait avec David Massé, son directeur, il y a quelques instants. Le Rolex Monte Carlo Masters fera son grand retour dans moins de 2 mois. Souvenez-vous, l'année dernière, c'est le Grec Stefanos Tsitsipas qui l'a emporté pour la 2e année consécutive. Pour clore ce journal, nous vous dévoilons les plus belles images de l'édition 2022. Des clichés signés Manuel Vitali qui nous rappellent le merveilleux écrin monégasque dans lequel se joue cette compétition prestigieuse sur terre battue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous évidemment demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Très belle soirée à vous.